Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Merci de nous rejoindre. Nous allons encore attendre une minute ou deux pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. Et également, on va connecter nos réseaux sociaux pour la diffusion de ce webinaire. Donc, bienvenue parmi nous. On a beaucoup de chance. Aujourd'hui, on va avoir un invité de marque et un expert sur la thématique dont nous allons parler ce matin, qui est l'Indo-Pacifique, au niveau stratégique, diplomatique, géopolitique et grand sujet d'actualité, évidemment, comme on va le dire, en parler ensemble ce matin. Donc, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. On patiente encore pendant une petite minute et ensuite, on va commencer. Pendant ce webinaire, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez au travers du chat. C'est plus facile à gérer, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à intervenir. Et nous ferons le maximum avec Antoine pour y répondre. Et si jamais on ne pouvait pas répondre à toutes vos questions, bien sûr, laissez-nous vos coordonnées et nous nous ferons un plaisir de vous répondre à la suite de ce webinaire. Voilà. Donc, on attend encore quelques secondes et nous allons commencer. Merci. Donc voilà, tout le monde continue à nous rejoindre, mais nous allons commencer pour rester sur le timing que nous avons annoncé. Donc bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce webinaire que nous organisons au sujet de la thématique de l'Indo-Pacifique. Mon nom est Jean-François Bonneté, je suis le conseiller des Français de l'étranger pour notre 3e circonscription des États-Unis d'Amérique. Et donc je suis ravi de vous accueillir et surtout ravi d'accueillir Antoine Mondaz, qui est un expert reconnu sur la thématique que nous allons partager avec vous ce matin, qui notamment je le remercie vraiment vivement de prendre du temps pour nous, parce que je sais, pour l'avoir écouté sur de nombreuses ondes radio ces 10 derniers jours, encore plus que d'habitude, je sais qu'il a été très sollicité, que ce soit par les médias, par les ministères et autres, du fait de son expertise sur la chose. Et je vous remercie, et je te remercie beaucoup, Antoine, de prendre ce moment pour les Françaises et les Français d'Amérique du Nord. Ça nous touche énormément. Donc, merci beaucoup. Donc, ce matin, nous allons parler donc de l'Indo-Pacifique, thématique évidemment au centre de l'actualité ces derniers jours, puisque, comme vous le savez, depuis le 15 septembre, il y a eu cette annonce en fait de partenaires. Pour reprendre les mots de Scott Morrison lui-même avec Boris Johnson et Joe Biden, ce partenariat trilatéral de sécurité et du futur d'ailleurs, ce sont les propres mots des intervenants pour la sécurité en Indo-Pacifique et le futur de la région Indo-Pacifique. Et donc Antoine lui-même, PhD, est chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Il est enseignant à la fameuse école Sciences Po Paris, au campus Euroasie. Il est intervenant régulier auprès de Paris 1 Sorbonne, auprès de l'Université de Paris, de l'école de guerre, de l'école de guerre-terre, de l'IHEDN également, et donc est un expert de cette thématique, il nous en parlera, étudié depuis longtemps, notamment les relations et la Chine et les relations européano-chinoises. Et donc, ce qui s'est passé le 15 septembre, c'est cette annonce qui a apparemment surpris la France d'un nouveau pacte trilatéral, un partenariat même trilatéral entre le UK, l'Australie et les États-Unis, et des mots même de la bouche même de Joe Biden. Ils ont joint nos two of closest allies, donc nos 2 alliés les plus proches, pour un pacte sur le XXIe siècle basé sur nos alliances
depuis ces 100 dernières années, le XXe siècle, et il parle de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de la Corée, de la guerre dans le Golfe Persique. Et donc, cette alliance a évidemment provoqué une sorte de séisme, même un gros séisme au niveau notamment de la France, beaucoup d'agacement au niveau de la Chine. Vous avez vu que nous, notre ambassadeur, donc Philippe Etienne, a été rappelé pour consultation. Il sera de retour la semaine prochaine. Donc voilà, donc un vrai séisme géopolitique, notamment entre la France et les États-Unis. Un joli gala à Washington DC annulé en toute hâte qui devait commémorer 249 ans de partenariat et d'alliance stratégique entre la France et les États-Unis. Donc, voilà la thématique de ce matin. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et donc, Antoine, première question, c'est en fait l'Indo-Pacifique aujourd'hui, c'est quoi en termes géographiques, en termes stratégiques et en termes diplomatiques? Bonjour à tous et merci de l'opportunité. Puis ayant été moi-même un Français de l'Amérique du Nord, puisque j'ai vécu un petit peu à Toronto, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous. L'idée avec cette première question, c'est de reprendre des slides que j'avais fait il y a quelques semaines pour présenter justement ce qu'était l'Indo-Pacifique et pour que vous ayez assez rapidement une vision, entre guillemets, de ce que ça représente, des enjeux qui s'y trouvent, etc. Donc très rapidement, l'Indo-Pacifique, qu'est-ce que c'est? Déjà géographiquement, alors c'est un très vieux concept, hein, puisque vous avez des cartes. Cette carte, par exemple, hein, qui date du XVIe siècle, qui représente ce qu'on appelait et ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'Indo-Pacifique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme d'aujourd'hui est un terme extrêmement récent, puisque c'est un terme dans son sens actuel qui date des années 60 et des années 70, qui est formé avant tout en Australie, notamment par les militaires australiens, et puis qui va gagner en popularité progressivement, et notamment dans les années 2010 et la fin des années ensuite 2010. En fait, le terme Indo-Pacifique aujourd'hui, il vient remplacer le terme qu'on utilisait jusqu'à présent d'Asie-Pacifique. Et pour vous donner une idée des pays qu'on englobe, vous avez cette carte-là avec donc l'Asie-Pacifique et l'Indo-Pacifique. Par rapport à l'Asie-Pacifique, en réalité, l'Indo-Pacifique va ajouter l'ensemble de l'océan Indien et les pays, en fonction de leur définition propre, vont ajouter les uns une partie du Moyen-Orient et notamment la partie indienne de l'océan Indien, entre guillemets, de la péninsule arabique. Certains vont inclure l'ensemble de la côte orientale de l'Afrique. C'est le cas de la France, par exemple, puisque vous avez sur cette carte la carte sur cette slide, la carte qui est celle utilisée dans la stratégie française de l'Indo-Pacifique, qui a été publiée dans sa nouvelle version en juillet de cette année, avant que le président ne se rende au Japon et en Polynésie française. Et vous voyez sur cette carte qu'on a donc une méga-région, une méta-région, qui va du Japon à l'Afrique du Sud, de Oman jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Alors le terme en soi de Indo-Pacifique, il commence à être utilisé donc politiquement dans les années 2010. Les Australiens sont donc les premiers à l'utiliser dans un document officiel en 2012. C'est le cas de l'Inde en 2015, du Japon en 2016, des États-Unis en 2017, pour ceux qui s'en rappellent, hein, le PACOM, le Pacific Command, donc, qui dirige notamment la 7e flotte à Hawaï, a été renommé Indo-PACOM en 2017, puis des stratégies ont été présentées. La France commence à utiliser le terme en 2018 lors d'une visite du président de la République en Australie, et il présente à l'époque les premiers éléments de la stratégie française dans l'Indo-Pacifique. Puis l'ASEAN l'utilise en 2019, l'Allemagne et les Pays-Bas à la fin de l'année dernière, et cette année, depuis mars, c'est notamment l'Union européenne qui met en avant le concept d'Indo-Pacifique, et on reparlera un tout petit peu rapidement de l'Europe ensuite. Donc, la question, c'est pourquoi cette région est importante. Alors, le principal argument qui est mis en avant, c'est évidemment le déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale, en quelque sorte, et le fait aujourd'hui que le cœur de l'économie mondiale se trouve dans la région. Alors, il y a quelque chose d'un peu contradictoire, parce que la carte que je vous montre là, qui est une carte de The Economist, qui s'appuie sur les données de McKinsey, essaye de placer le centre de l'économie mondiale et considère aujourd'hui qu'il est plutôt à la rigueur en Russie, entre guillemets, qu'en Europe. Mais l'argument, c'est quoi? C'est de dire que, alors que c'était l'axe transatlantique qui était le cœur de l'économie mondiale, notamment pendant la guerre froide, aujourd'hui, c'est de plus en plus l'axe Indo-Pacifique qui est le cœur de l'économie mondiale. Et ça se traduit extrêmement concrètement, hein. Aujourd'hui, l'Indo-Pacifique, c'est 60% du PIB mondial, c'est 2 tiers de la croissance.
D'ici 2030, 90% des nouvelles classes moyennes seront dans la région. Donc, c'est un dynamisme et surtout un potentiel considérable. Et puis aujourd'hui, c'est surtout 3 des 4 principales économies au monde, c'est-à-dire la Chine, l'Inde et le Japon, si on rajoute évidemment les États-Unis qui restent en pole position. C'est aussi une région qui, sur les questions de sécurité, rassemble aujourd'hui de nombreux enjeux. Je vais y revenir très très rapidement. Mais en termes, par exemple, de budget et de dépenses militaires, aujourd'hui, la région Asie-Pacifique, par exemple, et Indo-Pacifique, donc, dépense davantage que l'Europe. Alors que pendant très longtemps, les États-Unis, évidemment, l'Amérique du Nord était la première région en termes de dépenses, suivie par l'Europe, suivie par l'Indo-Pacifique. Aujourd'hui, l'Indo-Pacifique est une région extrêmement importante en termes de dépenses d'armement. Et au sein de cette région, il y a un déséquilibre croissant puisque aujourd'hui, la Chine dépense autant pour sa défense militaire que l'ensemble des autres pays réunis. C'est-à-dire que la Chine dépense plus que le Japon, l'Inde, Singapour, la Corée du Sud, l'Australie, le Pakistan, Singapour, le Vietnam réunis. C'est aussi une zone qui, pour les questions de changement climatique, de biodiversité, est extrêmement importante. 5 des 10 plus grands émetteurs de gaz à effet de serre sont dans la zone. Il y a une vulnérabilité toute spécifique des États insulaires, que ce soit dans l'océan Indien, mais aussi dans l'océan Pacifique. On considère, selon les rapports de l'ONU, que 80% des migrations liées au dérèglement climatique seront dans la zone. Et puis, on a des régions où il y a des enjeux considérables. 85% des personnes dans le monde qui vivent de la pêche se trouvent en Indo-Pacifique. Et puis, il y a des grands enjeux, notamment la question de la pollution plastique. Je vous disais très rapidement les tensions dans la région. Alors, ce n'est pas l'objet, mais ce sera quand même important pour comprendre la décision de l'Australie. On a évidemment la montée en puissance de la Chine, qui est, il faut être très clair, structurante dans la région. Alors, vous avez ici une caricature de Cal, qui est le cartooniste de The Economist, que je trouve toujours très très bien. Cette carte a quand même 2-3 ans, mais elle reste évidemment d'actualité. On pourrait presque même étendre les jambes du dragon, j'ai envie de dire, désormais dans le Pacifique Sud. En tout cas, c'est le point de vue des Australiens. Et on voit évidemment que c'est aujourd'hui ce qui est vraiment structurant dans la région. Alors, dans la région, il y a des problèmes. En réalité, c'est un peu le paradoxe indo-pacifique. C'est une région qui est de plus en plus riche, avec un dynamisme économique considérable, et pourtant, on y concentre énormément d'enjeux de sécurité, et c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le paradoxe indo-pacifique. Il y a déjà des différends territoriaux qui soient terrestres, par exemple la Chine et l'Inde, vous l'avez remarqué évidemment l'année dernière avec l'incident à la frontière qui a fait plus de 20 morts à la frontière sino-indienne, et puis les différends évidemment maritimes, mer de Chine méridionale, mer de Chine orientale, etc. Le focus aujourd'hui, c'est évidemment la question de la mer de Chine méridionale et la question de Taïwan. La question de Taïwan étant, à mes yeux, bien plus importante, encore plus importante que la question de la mer de Chine méridionale. La mer de Chine méridionale, juste 3 images pour l'illustrer. Vous avez ici un atoll en mer de Chine méridionale qui, donc en 2009, était un très joli atoll, vous voyez, sur l'image de gauche. Donc tout en bas de l'image, un petit rectangle. Donc c'était voilà, une cabane de pêcheurs toute simple. Et puis le reste, c'était des atolls complètement immergés. Et puis vous avez à partir de 2013 l'artificialisation de cet atoll qui se transforme dès 2015 donc en base militaire, puisqu'aujourd'hui c'est une des bases militaires chinoises dans la mer de Chine méridionale. La Chine a donc artificialisé des îlots et les a ensuite militarisés, alors même qu'en 2015, lors d'une rencontre entre le président Biden et le président Xi Jinping, la Chine avait annoncé l'engagement de ne jamais militariser ces îlots, évidemment. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La question de Taïwan, je vous le disais, reste aujourd'hui extrêmement importante et ça illustre les tensions interétatiques qui demeurent. Aujourd'hui, le détroit de Taïwan, c'est sûrement la zone la plus conflictuelle avec la péninsule coréenne. Et évidemment, en toile de fond, c'est la question de la confrontation sino-américaine. La carte que vous avez à droite, ce sont les incursions chinoises désormais dans ce qu'on appelle la zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan. Alors, vous entendez souvent parler, c'est depuis 1 an, de ces avions qui rentrent. Alors, c'est souvent présenté comme l'espace aérien de Taïwan. Ce n'est pas le cas. Ils ne rentrent pas dans l'espace aérien, mais dans la zone d'identification aérienne, qui n'est pas une zone reconnue sur la scène internationale ou dans le droit international. C'est une zone que les États décrètent de façon inaltérale. Taïwan l'a fait au début des années 50, le Japon en a une aussi, la Corée du Sud en a une, etc. Et la Chine, de fait, alors qu'elle ne le faisait pas jusqu'à présent, désormais pénètre dans cette zone d'identification. Mais encore une fois, ce n'est pas l'espace aérien. Le moralité, c'est quoi? C'est très simple. La Chine essaye petit à petit de changer le statu quo dans le détroit de Taïwan.
Après, il y a d'autres enjeux sécuritaires, ce qu'on appelle non traditionnels. La question du terrorisme, qui est très importante. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact potentiel de l'Afghanistan sur l'Asie du Sud-Est. Beaucoup des terroristes au début des années 2000, fin des années 90, en Asie du Sud-Est, notamment Indonésie et Philippines, se formaient en Afghanistan. Et donc ça, c'est évidemment une crainte dans les années à venir si la situation en Afghanistan se détériore. Et puis la question de la piraterie, où même s'il y a eu une amélioration à partir du milieu des années 2010, ça reste un enjeu important. Et puis après, il y a des enjeux peut-être non sécuritaires, mais qui sont entre guillemets géoéconomiques. C'est évidemment la question de l'interdépendance et de l'utilisation de ces interdépendances à des fins politiques. Et c'est notamment le cas de la Chine, même si la Chine n'est pas la seule, évidemment, à utiliser l'outil économique. La Chine qui, depuis plusieurs années, utilise de plus en plus la coercition économique à des fins politiques. Le cas de l'Australie est vraiment emblématique. Il ne faut pas sous-estimer, à partir de 2020, début 2020, l'impact considérable des sanctions chinoises sur l'Australie. Alors l'Australie, jusqu'à présent, a quand même réussi à absorber, entre guillemets, l'impact des sanctions en trouvant des substitutions en termes d'importation et surtout des nouveaux partenaires en termes d'exportation. C'est le graphique que vous avez sur la droite sur les premiers mois de l'année 2021. Vous voyez de fait un rééquilibrage des partenaires commerciaux de l'Australie pour compenser en réalité les sanctions australiennes, les sanctions chinoises. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, et on parlait juste avant le début des vins et des spiritueux, 51% du vin rouge australien qui était exporté allait vers la Chine en janvier 2020. Des sanctions ont été mises en place par la Chine, notamment des droits de douane de 221%. Un an plus tard, en janvier 2021, ce n'était plus que 1% du vin rouge australien exporté qui allait vers la Chine. Donc vous imaginez bien, pour les exportateurs de vin, mais aussi les autres biens qui sont sanctionnés, ça va être l'orge, ça va être le sucre, ça va être le bois, ça va être le charbon thermique, ça va être les écrevisses, etc. La question très rapidement, c'est quelle est la stratégie des acteurs dans la région pour l'instant. Alors vous avez beaucoup entendu parler des routes de la soie, sûrement depuis 2013, le premier discours, le double discours de Xi Jinping au Kazakhstan et en Indonésie. Les routes de la soie sont vraiment formalisées à partir de 2015. Ce qui est très important, on y reviendra peut-être, c'est que les routes de la soie, ce n'est pas qu'un projet d'infrastructure. Et souvent, l'erreur a été de considérer que ce n'était qu'un projet d'infrastructure. Moi, je travaillais sur cette question-là déjà en 2015 pour le ministère des Armées. C'était bien plus que ça dans l'idée même de la stratégie. L'idée, c'était la Chine doit utiliser les leviers dont elle dispose aujourd'hui pour pouvoir faire pression sur d'autres pays. Elle ne peut pas en rentrer en confrontation militaire avec les États-Unis, elle n'en a pas les capacités. Alors, elle doit utiliser le levier dont elle dispose, c'est le levier économique. Et l'idée, on le voit très bien à partir de 2013, c'est comment la Chine peut utiliser l'interdépendance, ou plutôt la dépendance de certains pays vis-à-vis de la Chine à des fins politiques, notamment en renforçant encore plus cette dépendance, notamment à travers une intégration économique, et d'où notamment les routes de la soie. Ces routes de la soie, elles ont aussi des dimensions très autres. Alors, je pense que certains d'entre vous travaillent évidemment dans le secteur privé. Je viens de publier, par exemple, une note pour une étude qui a été commandée par Airbus, mais qui est maintenant publique, qui était sur l'utilisation par la Chine des normes techniques et des ambitions chinoises en matière de normalisation. Donc, à la fois sur le territoire chinois, mais aussi dans les instances internationales. On parle beaucoup de la présence désormais de la Chine dans l'ISO, dans l'IEC, etc. Donc évidemment, il y a une présence chinoise plus importante. Il faut quand même la relativiser parce qu'il y a une participation plus importante, mais en termes de direction de comité technique, c'est déjà beaucoup plus faible. Mais là où il y a un angle mort, et ça a été un vrai problème ces dernières années dans les études qui ont été faites, c'est que là où la Chine a énormément investi en termes de normalisation technique, ce n'est pas tant dans les technologies émergentes et vis-à-vis des pays occidentaux, c'est vis-à-vis des pays en développement. Et on a vu se multiplier, je vous invite à lire cette étude qui est sur le site de la FRS aujourd'hui, avec la Russie dans l'aviation civile, avec le Laos dans l'agriculture, avec le Pakistan dans l'audiovisuel, se multiplier les accords de normalisation technique pour internationaliser les normes chinoises. Donc, en réaction, mais même si évidemment, c'est entre guillemets un dilemme de sécurité, donc c'est un effet d'auto-entraînement, les Américains ont commencé à faire évoluer leur politique à la fin des années 2010, au début des années, à la fin des années 2000, début des années 2010, c'est très important. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est le fameux pivot vers l'Asie, la stratégie de rééquilibrage vers l'Asie-Pacifique à l'époque, désormais Indo-Pacifique, entamée par la première administration Obama.
Pour certains qui se rappellent peut-être cette fameuse éditorial de Hillary Clinton, à l'époque secrétaire d'État, fin 2011, dans Foreign Policy. Et puis surtout le discours majeur, je vous invite à le relire vraiment aujourd'hui, 10 ans après, du président Obama en Australie, à Canberra, devant le Parlement australien, où il annonce le retrait, la fin des deux guerres, Irak et Afghanistan. Alors, l'Afghanistan aura duré 10 ans de plus, hein, mais la fin des deux guerres et le recentrage des priorités, de l'énergie, des capacités américaines vers la zone qui aujourd'hui, enfin qui à l'époque était considérée déjà comme prioritaire, l'Indo-Pacifique. Alors les États-Unis dans ce cadre-là, et ça va être évidemment le sujet dans quelques minutes, multiplient les formats de coopération. Et si vous voulez, vous avez des coopérations à plusieurs échelles qui s'expliquent de façon assez simple. Tous les pays ne souhaitent pas aller aussi loin que les États-Unis. Et donc, vous allez avoir un cœur désormais qui va aller très très loin. C'est le cas de la nouvelle alliance, parce que ce n'est pas un partenariat, c'est bel et bien une alliance avec l'Australie et le Royaume-Uni. C'est une alliance industrielle, c'est une alliance évidemment militaire, une alliance technologique. On en reparlera plus tard, mais c'est un impact vraiment considérable. Ce n'est pas simplement une question de sous-marin. C'est vraiment comment inscrire l'alliance trilatérale dans le temps long. Vous avez un partenariat, pour le coup, qui n'est pas une alliance plus large. Alors évidemment, vous avez dû le voir dans la presse américaine hier et ce matin. C'est le format Quad, donc avec les 4 pays qui sont représentés, États-Unis, Japon, Inde, Australie. C'était un vieux objectif, hein, puisque Shinzo Abe, dès 2012, parlait déjà de la nécessité de se coordonner à 4 pays. Ça s'est vraiment concrétisé ces dernières années, surtout ces derniers mois, avec un premier sommet présidentiel au début de cette année, il était en virtuel, et puis un premier sommet en présentiel pour ceux qui sont à Washington. Le Premier ministre Modi, le Premier ministre Abe et le Premier ministre Morrison sont à Washington. Et puis après, vous avez des formats qui sont, entre guillemets, encore un peu plus soft. C'est par exemple le format transatlantique, puisque les États-Unis et l'Union européenne se coordonnent de plus en plus vis-à-vis de la Chine. Et c'est notamment, il faut être très clair, l'objet du sommet qui aura lieu à la fin de ce mois-ci, hein, ce qu'on appelle le US-EU Business and Tech Council, qui a été annoncé donc en juin, qui aura lieu à la fin du mois, qui va rassembler côté européen 2 vice-présidents de la Commission, donc Verstager et le vice-président, je crois, Dombrovskis, donc le grec, qui charge du marché intérieur. Voilà. Donc, on a voilà, des coopérations à échelle, entre guillemets, et à degrés variables. Très rapidement aussi, donc ça, évidemment, hein, deux caricatures qui sont un peu moins bien que celles de Cal, hein, qui sont les caricatures du Global Times, donc les médias chinois, qui évidemment critiquent les décisions américaines sur les questions. Alors, très rapidement, puis après, vraiment, pour aller plus sur AUKUS, parce que c'est quand même le sujet d'actualité, la place de la France et de l'Europe. La place de la France, elle est unique. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, ça fait des années que je dis qu'il y a un manque de pédagogie en France. L'Indo-Pacifique, ce n'est pas que des questions de politique étrangère pour la France, c'est des questions de politique intérieure. C'est vraiment important. On n'est pas l'Allemagne, on n'est pas l'Italie. Pourquoi? Parce qu'on a des enjeux de souveraineté et des intérêts de souveraineté dans la zone. Il y a 1,6 million de Français qui ne sont pas des ressortissants, qui sont des citoyens français qui vivent dans des territoires français dans la région, de Mayotte à la Polynésie française, de l'île de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie. C'est à peu près 7000 militaires stationnés de façon permanente, et c'est 93% de notre domaine maritime qui se trouve dans la zone. Et le domaine maritime français est considérable puisque c'est évidemment le deuxième au monde. Donc, ce n'est pas des enjeux uniquement économiques, ce n'est pas des enjeux seulement de la lutte contre le changement climatique, c'est avant tout des enjeux de souveraineté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on défend ces territoires, comment est-ce qu'on les intègre davantage dans ces régions-là, et comment on accroît évidemment ce qu'on appelle la coopération décentralisée, la Nouvelle-Calédonie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, etc. Alors, encore une fois, c'est ce que je vous disais, donc les enjeux de souveraineté sont vraiment fondamentaux. Et puis, cette image-là, qui est l'image du président à une toute autre époque, hein, on a l'impression que c'est il y a 20 ans maintenant, qui était sur la base navale de Sydney en 2018, lorsqu'il a présenté les premiers éléments de la stratégie française. Aujourd'hui, concrètement, juste quelques chiffres très rapidement, c'est 25 ambassades dans la région, 14 consulats généraux et 2 bureaux de représentation à Taipei et à Pyongyang. C'est 96 établissements gérés par l'AEFE, dont les lycées français. C'est 24 pays couverts par l'Agence française du développement.
C'est 9 milliards d'euros d'encours, c'est considérable, c'est quasiment 25% des encours. Puis il y a tout un réseau d'institutions de recherche, souvent on les oublie, c'est le CNRS, c'est l'IRSEM, c'est l'IFREMER, c'est l'IRD, c'est la CIRAD sur les questions agricoles. La zone Indo-Pacifique aujourd'hui, hein, hors, donc c'est 18% de nos importations, 14% de nos exportations, c'est plus du tiers du commerce français hors UE, avec surtout un dynamisme important. Et donc, évidemment, quand on a une lecture purement business, purement économique, évidemment, un attrait extrêmement important à l'Indo-Pacifique. C'est 8%, c'est pas énorme, mais c'est 8% du stock d'investissement direct, donc 113 milliards d'euros tout de même. Quand on met au niveau européen, ce sont évidemment des milliards d'euros. Et c'est 4 bureaux de Business France, 10 bureaux d'Atout France. Et la France, jusqu'à présent, c'était 3 partenaires stratégiques. Le Japon, l'Inde et l'Australie. Mais les 2 pieds les plus importants, c'était l'Inde et l'Australie. Pourquoi? Pour 2 raisons. Hein, parce qu'il y avait ces méga contrats d'armement structurants, le Rafale avec l'Inde, les sous-marins avec l'Australie. Et puis surtout que ces 2 pays avaient une spécificité, c'est qu'ils mettaient en avant un peu une autonomie stratégique. Et les Français, évidemment, étaient extrêmement intéressés par cela. L'idée, c'était, notamment pour l'Australie, nous sommes alliés avec les États-Unis, mais nous avons des marges de manœuvre, nous mettons en avant une autonomie stratégique. L'Inde est dans une situation autre, hein, l'Inde n'a pas d'alliance, elle a une politique de non-alignement, de non-alliance. Et donc, en fait, ça se passait entre guillemets assez bien avec l'Australie, et c'était un partenaire idéal en réalité dans la zone. C'était le grand pays du Pacifique Sud qui, en plus, mettait en avant le concept d'autonomie stratégique. Ce qui s'est passé avec les décisions avec AUKUS, plus que les sous-marins, encore une fois, c'est AUKUS qui est important, c'est que l'Australie, en réalité, a décidé d'abandonner son autonomie stratégique, d'abandonner le concept et de s'aligner sur les États-Unis. Alors pourquoi? Parce que la perception de la menace chinoise a considérablement évolué entre 2014, quand le contrat avait commencé à être négocié, et aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Chine a plus de capacités qu'auparavant, j'en parlais avant, hein, donc par exemple, les dépenses militaires chinoises, elles ont multiplié par 7 en 20 ans, quand les dépenses militaires taïwanaises et japonaises stagnaient, par exemple. Donc vous avez une idée du rapport de force, qui est vraiment en train d'évoluer très vite. Vous avez évidemment le comportement de la Chine, donc à Taïwan, en mer de Chine méridionale, etc. Et puis surtout une dégradation de la relation bilatérale entre la Chine et l'Australie, et ça c'est très important. Vous avez eu à partir de 2017-2018 une prise de conscience dans la population, au sein de la société civile, des risques d'influence chinoise en Australie. Alors certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du rapport qui est sorti de l'IRSEM, qui est associé au ministère des Armées, sur les stratégies d'influence chinoise, notamment en France. Les Australiens travaillent depuis bien plus longtemps et c'est un sujet vraiment médiatique assez mainstream depuis plus de 5 ans. Et vous avez eu la multiplication de lois en Australie pour limiter les influences étrangères, les interférences étrangères, notamment l'espionnage. Ça visait la Chine. Visait à limiter les financements étrangers des partis politiques. Et ça, c'est très important. Hein, sur les financements étrangers, 80% des financements étrangers venaient de Chine. Et puis après, d'autres mesures, mais qui ne sont pas propres à l'Australie. Par exemple, interdire Huawei, la construction de l'infrastructure 5G. Et donc, en fait, c'est vraiment un changement de perception de la menace côté australien qui explique cet alignement sur Washington et la nécessité d'inscrire dans le temps long l'alliance, et le fait de développer un sous-marin à propulsion nucléaire force l'alliance de fait à changer de nature et à s'inscrire dans le temps long. Et encore une fois, pour revenir sur la décision australienne, il y a 2 choses. Il y a la décision australienne. Et ça, les Australiens, entre guillemets, sont souverains. Bon, ils ont le droit de rompre le contrat avec la France. Il y a des clauses qui, de toute façon, permettent de rompre le contrat, etc. Puis, il y a la méthode. Et évidemment, ce qui est critiqué côté français, c'est avant tout cette méthode. C'est-à-dire que le rapprochement entre ces 3 pays qui a été initié en mars 2021 s'est fait dans le dos des Français. C'est fait alors même que les Français, régulièrement, posaient des questions extrêmement précises aux Australiens sur l'évolution de leurs besoins, sur potentiellement les alternatives. Et évidemment, personne n'en a parlé. Et entre guillemets, ce deal qui a été sûrement scellé en partie en juin 2021 lors du G7 au Royaume-Uni, évidemment, est perçu par la France comme une trahison. Parce que la France n'a pas été mise au courant. Et je pense encore une fois qu'il faut différencier d'un côté la décision australienne, qui a évidemment un impact. C'est un impact économique pour Naval Group et les sous-traitants et évidemment les familles qui en dépendent. C'est un impact diplomatique parce que ça va endommager les relations, et notamment avec l'Australie. Et là-dessus, il faut être très clair, autant les relations avec les États-Unis, et je pense qu'on va y revenir, vont repartir de fait. Il n'y a pas d'autre choix, entre guillemets.
il y aura des traces, mais elles vont repartir. Autant les relations avec l'Australie vont être beaucoup plus compliquées dans les mois à venir, et je plains vraiment l'ambassadrice australienne aujourd'hui à Paris. Il y a des conséquences politiques pour le président, parce qu'évidemment, en période de pré-campagne électorale, on voit l'opportunité pour certains opposants et l'opposition, évidemment, pour essayer de maximiser des gains politiques sur cette crise. Et puis, il ne faut pas sous-estimer l'impact personnel. Il y a vraiment eu un impact personnel pour de nombreux dirigeants français qui ont passé des années à négocier ces accords, notamment Jean-Yves Le Drian, notamment Philippe Etienne, qui était conseiller diplomatique du président quand la deuxième partie de l'accord en 2019 a été signée. Et donc, c'est des gens qui, pendant des années, ont beaucoup misé sur l'Australie, ont été au cœur du dossier et qui réalisent que du jour au lendemain, entre guillemets, ils ont été trahis par des gens avec qui ils avaient construit une relation de confiance pendant 7 ans. Donc, on peut évidemment comprendre, au-delà de l'aspect purement stratégique, politique, économique, une dimension même émotionnelle avec cette décision, ce qui implique notamment que la semaine dernière à Paris, les situations étaient très tendues. Encore une fois, politiquement, ça s'est fait de façon propre, entre guillemets, côté français. C'est-à-dire que le rappel des ambassadeurs a été un signal extrêmement fort envoyé volontairement. Ce n'était pas une crise côté français, entre guillemets, la crise d'un enfant. C'était la volonté d'envoyer un message fort. Et le message le plus fort qu'on peut envoyer, sans rompre les relations, parce que l'objectif, ce n'est pas de rompre les relations, c'est de rappeler l'ambassadeur. Et évidemment, ça a été, je pense, bien compris aux États-Unis. Et puis, le coup de téléphone entre les présidents Biden et Macron permet aujourd'hui d'avancer. Encore une fois, il va y avoir des traces. Mais l'idée, c'est que on garde un dialogue, on a des coopérations qui dépassent malheureusement la décision australienne et surtout la méthode, encore une fois, qui a été adoptée. Et il faut que sur de nombreux autres sujets, la question de la défense européenne, la question du contre-terrorisme et autres, on soit capable d'avancer. Et donc, c'est une bonne chose qu'il y ait eu cet appel, et aussi que le sommet dont je vous parlais, le EU-US Business and Tech Council, tiendra place fin septembre. Ça montre que aussi au niveau européen, même s'il y a eu des déclarations importantes, on est capable assez rapidement, encore une fois, sans oublier ce qui s'est passé, d'essayer de réorienter la relation bilatérale et la relation transatlantique pour qu'elle puisse continuer d'avancer et être productive. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je m'arrête là, mais l'idée, c'était vraiment en fait d'insérer AUKUS dans quelque chose de plus long, parce que sinon, on ne comprend pas forcément la décision des Australiens et l'impact que ça a pour la France, y compris par rapport à sa propre stratégie. Antoine, merci beaucoup. C'est tout à fait passionnant. Et donc, si on reprend justement donc, ce qui vient de se passer et on va dire au moins vécu du côté français comme cette trahison, parce qu'on sent qu'il y a vraiment un côté, c'est ce que vous disiez, extrêmement personnel, extrêmement émotionnel dans ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, la France, quel est donc le constat? Parce que nous également, vivant ça des États-Unis, d'abord, une des questions qu'on aimerait vous poser, c'est quel est vraiment, d'après vous, comment les Américains voient cet allié français? Parce que ça paraît quand même être fait avec beaucoup, on va pas, c'est forcément pas de la légèreté, mais quand on voit la mise en scène qu'il y a eu donc le 15 septembre avec Biden, Morrison et Johnson, comme vous l'avez très bien précisé, c'est quelque chose qui a été prévu depuis des mois et qui a été annoncé. On se dit, ces gens et ces diplomates ont forcément discuté de l'impact que ça aurait par rapport à la France. Et on a l'impression que finalement, on s'est dit, ils rentreront dans le rang d'une façon ou d'une autre. Donc, deux questions pour vous. Antoine, la première, c'est comment est-ce que vous pensez que la France est perçue aujourd'hui, notamment par les États-Unis, donc dans ce bilatéralisme qui semble s'installer entre la Chine et les États-Unis. Et l'autre question, c'est maintenant que, comme vous avez dit, cette alliance à long terme a été établie et qu'elle est une alliance de fait, mais quelle est la prochaine étape pour la France dans l'Indo-Pacifique? Alors, un premier point, c'est un peu, puis ça rejoint aussi une des questions qui était dans le chat, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas trop donner de rationalité, entre guillemets, notamment côté américain, à la perception qu'ils avaient de la France, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on a l'impression de se dire non, mais en fait, les Américains s'en foutaient des Français, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, et ils savaient très bien que les Français n'allaient pas être contents. Je pense que oui, les Australiens et les Américains étaient bien conscients que les Français n'allaient pas être contents de la décision. Ça, c'est clair. Bon.
Mais je pense que sur la méthode, très honnêtement, il y a eu un impensé sur les conséquences de la méthode, c'est-à-dire de cacher ça aux Français, de leur apprendre grosso modo quand l'information avait déjà fuité dans la presse. Sur ce point-là, pour en avoir discuté un peu avec le chargé d'affaires américain, donc l'ambassadrice, n'est pas encore arrivé à Paris de Washington, mais le chargé d'affaires, évidemment, gère les affaires courantes. Lui est le premier à dire oui, ils ont été un peu clumsy et très clairement, voilà, il y a une gestion diplomatique qui n'a pas été optimale. Bon, ça, c'est clair. Bon, ça ne veut pas dire que les Français ne sont pas importants pour les Américains. Et je pense que c'est important de le préciser. La question, c'est quelle est l'importance des Français dans la relation transatlantique vis-à-vis de l'Indo-Pacifique. Ce qu'ont fait les Américains, c'est une décision qui vise l'Indo-Pacifique. Alors oui, elle a des conséquences pour la relation transatlantique, mais c'est une décision pour l'Indo-Pacifique, non pas pour la relation transatlantique. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, c'est quoi le constat des Américains? C'est un constat qui est, en fait, très bien, assez lucide. C'est de dire, bon, dans la région Indo-Pacifique, quels sont les pays qui sont prêts à aller, entre guillemets, assez loin avec nous? Ce n'est pas la France aujourd'hui. Et c'est encore moins les pays européens. Ce n'est pas les pays européens pour une raison simple. Ils n'ont aucune capacité militaire dans la région. Et deuxièmement, même s'ils en avaient, ils n'ont pas la détermination, la volonté politique, et on peut les comprendre, c'est leur choix. Bon. À partir de ce moment-là, quels sont vos partenaires dans la zone? C'est avant tout l'Australie, c'est avant tout l'Inde, c'est avant tout le Japon. Même si l'Inde, encore une fois, a une relation plus complexe parce qu'il n'y a pas d'alliance entre l'Inde et Antoine, plus complexe et mesuré aussi, parce que ce que l'on a l'impression, c'est que la France va avoir une position plus mesurée que d'autres alliés comme les États-Unis, et que les États-Unis ont besoin, comme vous dites, d'embarquer avec eux ceux qui sont clairement sur cette ligne de friction. La position française est beaucoup plus mesurée parce qu'on ne veut pas un alignement sur les États-Unis pour une raison simple. Les intérêts français sur cette question-là ne sont pas parfaitement alignés sur les intérêts américains. Et entre guillemets, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas un drame. C'est la réalité. Nous n'avons pas les mêmes intérêts que les Américains sur cette question-là, dans l'Indo-Pacifique. Et nous n'avons pas le même intérêt, ni les mêmes capacités, évidemment, que les Américains, à rentrer dans une confrontation un peu plus frontale, un peu plus directe avec la Chine. Comme vous le savez, les Européens et les Français donc gardent une approche un peu à 3 dimensions avec la Chine. Un partenaire de coopération, c'est un compétiteur économique et c'est un rival systémique. Les Américains ont un peu l'équivalent, c'est un peu coopération, compétition, confrontation, mais disons qu'aujourd'hui, on est plus dans compétition et confrontation que dans la coopération entre la Chine et les États-Unis. Donc, sur cette question-là, les Français, ils ont un rôle dans l'Indo-Pacifique. Et les Américains l'ont rappelé. Et les Européens ont un rôle également. Mais il faut être très clair, les Européens n'ont pas un rôle militaire aujourd'hui. Or, ce que cherchent les Américains avec le rapprochement avec l'Australie et les Britanniques, c'est une dimension militaire. Et donc, les Européens ont un rôle à jouer, et c'est un rôle très important, dans le domaine économique, dans le domaine d'aide au développement, dans le domaine de l'environnement, et dans le domaine des technologies. Et là, on a un rôle à jouer et on sera un partenaire important. Mais sur les questions purement sécuritaires, dures, les questions militaires, il faut être très clair, l'Europe n'a pas de rôle à jouer, quasiment pas de rôle à jouer, et la France, même si elle peut jouer un rôle plus important, n'a pas un rôle prioritaire du point de vue des États-Unis. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les Américains ostracisent les Français, qui considèrent qu'il n'y a plus de coopération possible. Je pense que c'est tout le contraire. C'est juste qu'avec les Australiens, on peut faire plus, et on pourra toujours faire plus que ce qu'on fait avec les Français. Donc avec les Français, ce sera un plus petit dénominateur commun, un peu plus petit que celui avec l'Australie. La question après, est-ce qu'on peut avancer? Évidemment qu'on doit avancer avec les États-Unis. Bon, je pense qu'à un moment, de toute façon, il n'y a pas le choix. La relation France-États-Unis ne se limite pas à cette question de sous-marin. Alors oui, ça va laisser des traces. Oui, ça a un impact sur la confiance. D'où l'intérêt pour les Américains d'envoyer des messages à la France. Donc ça a été les messages envoyés par le président Biden lors de l'appel avec le président Macron. Et très honnêtement, le communiqué publié par la Maison-Blanche et l'Élysée est un communiqué, entre guillemets, drafté par l'Élysée. Et donc ça satisfait, entre guillemets, ce n'est pas une question d'ego, mais les attentes des Français. Est-ce que c'est suffisant? Non, parce que pour l'instant, c'est des déclarations, ça ne vaut pas grand-chose. Donc il faudra voir dans les mois qui viennent, concrètement, comment ça peut se traduire. Mais ce qui est sûr, c'est que les Américains vont devoir, entre guillemets, faire des gestes à la France pour rassurer les Français et reconstruire la relation. Avec l'Australie, c'est beaucoup plus compliqué. Pour parler un peu crûment, l'Australie était un acteur principal dans la stratégie française. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Elle n'a pas grand-chose à offrir. Il faut être très clair.
entre guillemets, autant les États-Unis sont indispensables pour la France quand vous êtes aujourd'hui au Mali avec l'opération Takuba, autant l'Australie n'a pas un rôle stratégique majeur pour la France en dehors de l'Indo-Pacifique. Donc, si vous voulez, pour l'Australie, ça va être beaucoup plus compliqué. La question qui va se poser maintenant, c'est comment est-ce qu'on facilite la coordination transatlantique sur l'Indo-Pacifique, encore une fois en ayant conscience des limites des Européens. Et ça, je pense que dès la fin de l'année, ça va être un gros sujet, d'autant plus que les Européens ont publié mi-septembre, alors le 16 septembre, le lendemain, alors évidemment, hasard du calendrier, le projet de stratégie de coopération européenne dans l'Indo-Pacifique, qui est un peu la stratégie européenne dans l'Indo-Pacifique, qui est un document intéressant, qui est un document qui n'a pas été pour l'instant adopté, puisqu'il sera adopté par le Parlement et par le Conseil après une amélioration du texte. Mais le premier texte est très intéressant, je vous invite à lire. Alors, ça fait une vingtaine de pages, mais vous avez des résumés sur le site de la Commission. Et notre objectif, nous maintenant, côté français, mais aussi avec les Européens, c'est évidemment très rapidement de discuter du texte et essayer de l'améliorer et voir, notamment avec les Américains, ce qu'on peut faire de plus. Et Antoine, enfin, vous parliez de l'Europe, on va revenir sur certaines des questions, mais par rapport à ce que vous dites de l'Europe, on a quand même eu l'impression, au moins du côté, on va dire, des personnes comme nous qui regardions le défilé d'informations, que la position a été, on va dire, pour rester poli, mesurée. Il y a eu des interventions très tardives de la présidente, je crois que c'était 4 ou 5 jours après. On sait que les Allemands et les Suédois, eux, avaient perdu également l'appel d'offres que la France avait gagné pour les sous-marins. Donc, mais on n'a quand même pas senti sur ce sujet, ou comme d'autres d'ailleurs, l'Europe s'affirmer avec, on va dire, de façon très claire par rapport à ce qui venait de se passer. On a senti le message de la France vers l'Europe, mais on n'a pas vraiment senti un positionnement fort de l'Union européenne. On était dans une phase assez compliquée. Alors, moi, pour essayer de faire une métaphore, ce que j'essaie d'expliquer la semaine dernière, alors à l'époque, on me prenait pour un fou en disant mais n'importe quoi, la crise va durer des mois, nanana, t'es pas patriote, t'es pro-américain, t'es trop mou, etc. Non, ce que j'ai expliqué, c'est écoutez, là, on est sur scène. Il y a une tragédie, il faut qu'on la joue. Les Français vont la jouer à 100%. Donc, on rappelle l'ambassadeur, on envoie Jean-Yves Le Drian qui fait très peu de déclarations, qui est extrêmement modéré pour, de fait, entre guillemets, un peu surjouer l'expression de la France, pour marquer les esprits, faire comprendre aux Australiens et aux Américains, pour parler vulgairement, qu'ils ont merdé et que ça va laisser des traces. Mais il y a deux choses qui doivent se passer en même temps et qui se passaient déjà en même temps. C'est évidemment dans les coulisses, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on reprend le contact avec les Américains et qu'est-ce qu'on demande aux Américains pour essayer d'avancer. Et puis, comment est-ce qu'on écrit, entre guillemets, la prochaine pièce. Et la prochaine pièce ne peut pas n'avoir aucun lien avec la pièce actuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en cause notre stratégie Indo-Pacifique. C'est ça qu'il faut comprendre. Ceux qui disent, et certains d'ailleurs, y compris des Cubains, disaient en off, ah, mais on s'en fiche de l'Indo-Pacifique maintenant. Les Américains nous ont fait grosso modo, pour pas évidemment, un coup de pute, c'était le terme qu'on utilisait la semaine dernière. Et donc, on change tout. Le Pacifique Sud, on s'en occupe plus, on se concentre sur l'océan Indien, blablabla. Mais premièrement, nos intérêts dans la région ne changent pas. La raison même de notre investissement depuis des années dans l'Indo-Pacifique ne change pas. Il n'y a pas 1,6 million de Français de moins. Il n'y a pas 7000 militaires de moins. Il n'y a pas 93% de notre domaine maritime de moins du jour au lendemain. Donc nos intérêts, ils demeurent. Donc après, il faut adapter notre stratégie. Et c'est ça la nouvelle pièce. Évidemment, on va pouvoir se reposer moins sur les Australiens qu'avant. Donc comment est-ce qu'on accroît les partenariats avec d'autres pays qu'on a peut-être trop négligés? C'est peut-être l'Indonésie, c'est peut-être la Corée du Sud. Comment est-ce qu'on investit aussi de façon importante dans ce qui est le non sécuritaire? Et les Français ont fait beaucoup depuis le début de l'année dans la lutte contre le réchauffement climatique, sur les questions de pêche illégale, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est très important. Côté européen, alors, ils sont aussi dans une situation compliquée. Il faut d'un côté faire plaisir aux Français, et c'est très important, montrer qu'ils ne sont pas seuls, parce que sinon, pour la France, ça aurait été un coup encore plus fort. Donc, la présidente von der Leyen va dire que c'est non acceptable, le président Michel va dire quelque chose, le secrétaire d'État allemand aux affaires européennes va également s'exprimer, etc. Évidemment, du côté des Européens, premièrement, c'est très bien pour les Français de crier aux Européens à l'aide, entre guillemets, et le soutien des Européens quand ils perdent le contrat. Mais il faut être très honnête, le contrat, c'est avec la France, ce n'est pas avec l'Union européenne. Donc déjà, les Européens, certains sont en mode, bon, quand vous avez un contrat, c'est pour vous, mais quand ça ne va pas, c'est pour l'Union européenne. Après, par contre, bien sûr que je pense que personne ne doit se réjouir en Europe
que les Américains aient fait ça, parce que sur la méthode, que ce soit arrivé à la France, à l'Allemagne ou aux autres, ça pose un problème. Ça pose un problème de fond. On ne fait pas ça entre alliés, entre guillemets. Et là-dessus, encore une fois, sur la méthode, c'était mauvais. Mais encore une fois, les Européens veulent avancer. Les Européens ne vont pas remettre en cause l'ensemble de la relation transatlantique pour ça. C'est ça la réalité. Et donc, que le US Business and Tech Council ait lieu à la fin du mois, c'est une bonne chose. Que vous ayez les rencontres entre l'Union européenne et l'Australie en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est une bonne chose. Et il ne faut évidemment pas prendre en otage, entre guillemets, l'ensemble de l'Union européenne pour ça. Après, là où il faut faire attention aussi, c'est dans l'expression. Vous avez eu la mise en avant, par exemple, dans le premier communiqué, la mise en avant de l'autonomie stratégique. Alors, c'est très important pour les Français, et moi, je suis le premier à soutenir la question de l'autonomie stratégique. C'est-à-dire que, oui, les Européens doivent avoir des moyens de faire des choses de façon autonome, sans avoir toujours besoin des Américains. Et ce qui s'est passé en Afghanistan est évidemment une démonstration très claire de cela. Il faut qu'on soit capable, par exemple, d'évacuer les ressortissants européens qui sont à l'étranger lorsqu'il y a une crise, qu'elle soit une crise naturelle, une crise militaire et politique, comme c'était le cas en Afghanistan, etc. Aujourd'hui, on n'a pas ces capacités. Il nous faut des équipements, ça veut dire il faut, je sais pas, il faut des A400M, il faut tout ça. Bon, et il faut aussi des hommes, etc. Il faut des unités, il faut un centre de commandement, etc. Bon, c'est compliqué, mais ça, c'est l'autonomie stratégique concrète. Le problème de trop miser sur l'autonomie stratégique en réponse à ce qu'ont fait les Américains dans l'Indo-Pacifique, c'est que, évidemment, même si les Français disent depuis longtemps que c'est important, la perception des autres Européens, et notamment des Américains qui s'opposent à l'autonomie stratégique, c'est quoi ? Les Français nous refont le coup, un truc contre les Américains ont fait un truc pas bien, les Français, les méchants Français veulent mettre en avant leur concept d'autonomie stratégique. Donc là-dessus, je pense qu'il faut faire très attention, parce que le risque, c'est de brouiller les messages, c'est un peu d'atteindre de remettre en cause un peu la crédibilité de la France, qui, encore une fois, a tout à fait raison de mettre en avant l'autonomie stratégique, et c'est avant tout l'Afghanistan qui est un wake-up call, entre guillemets, que cette affaire de sous-marin pour les Européens, il faut être très clair. Antoine, deux questions, et on prendra également et on vous demandera après des références, parce que notamment, et j'avais déjà partagé l'excellent article qui a été publié de votre part en début de semaine, qui est très intéressant, et vous pourrez partager d'autres ouvrages. Et que vous sachiez, je renverrai un email à tout le monde avec la vidéo que nous avons, puisque nous enregistrons la vidéo aujourd'hui, et je demanderai bien sûr à Antoine de préciser quelques-uns, j'ajouterai certains de ces articles et des publications, et nous vous enverrons ce courriel afin que vous puissiez avoir toutes ces informations. Deux questions de suivi, et on va vous libérer ensuite, Antoine. Mais première question, donc vous avez parlé tout à l'heure de notre ambassadeur, Philippe Etienne, qui est la Sherpa diplomatique du président Macron. On l'a vu, notamment on l'avait vu autour de Biarritz et de tous ces sommets, avec une position extrêmement importante. Là, vous partagez avec nous, il avait également beaucoup travaillé avec Jean-Yves Le Drian sur ce sujet. Donc, l'ambassadeur Philippe Etienne est rappelé à Paris. Il revient la semaine prochaine. Donc, lui, business as usual, comme on dit ici aux États-Unis, après cet épisode, ou d'après vous, il va revenir avec quelle directive de l'Élysée dans ses bagages la semaine prochaine. Et la deuxième question qu'on aimerait vous poser également, Antoine, c'est que quand on voit un petit peu, aujourd'hui, on parle beaucoup d'Europe de la défense, on parle beaucoup de stratégie européenne de défense et de militaire. Il y a le sujet de l'OTAN, que le général de Gaulle avait quitté, je crois que c'était en 66 de mémoire. Le commandement intégré, pas l'OTAN. Le commandement intégré de l'OTAN, vous avez tout à fait raison de le préciser. On était revenu sous le président Sarkozy. Donc aujourd'hui, d'après vous, donc première question, notre ambassadeur revient avec quelle attitude et quelle stratégie à Washington? Et la deuxième, d'après vous, cette Europe de la défense, elle peut prendre quelle forme pour le futur et pour le 21e siècle? Alors, non, ce ne sera pas business as usual, parce qu'évidemment, ça va laisser des traces et qu'il va falloir que les Français continuent de montrer, pour des raisons purement politiques et diplomatiques, que la méthode américaine a laissé des traces. Alors après, comme toujours, il faut différencier ce qui est sur scène, c'est-à-dire l'expression publique, et ce qui va être, comme vous le savez, au working level, où là, évidemment, la coopération va devoir continuer. Et par exemple, il faut être très clair, vous aviez aujourd'hui
l'inauguration de la Villa Albertine, par exemple, à New York. Je veux dire, elle n'a pas été remise en cause ou annulée pour ça. Alors même que c'est important, la Villa Albertine, c'est l'art et les idées dans la relation transatlantique et surtout la relation franco-américaine. Donc c'est important. On aurait pu dire, ah ben non, ben les idées, il n'y a plus d'idées communes, on ne fait plus rien avec eux, on boude, etc. Donc non, il y a évidemment, il faut qu'on continue, mais dans l'expression publique, j'imagine, de Philippe Etienne, il y aura sûrement une adaptation, ce sera sûrement plus froid que ça ne l'aurait été. Je plains beaucoup moins Philippe Etienne que notre ambassadeur en Australie, qui lui aussi est à Paris et ne va pas y retourner demain, j'imagine. Donc ça, avec l'Australie, ça va être très différent. Et avec les Britanniques, c'est encore plus compliqué parce qu'à la fois, on a énormément de coopération, mais je pense qu'il y a, entre guillemets, une exaspération vis-à-vis des Britanniques qui atteint aujourd'hui des niveaux rarement atteints, puisque non seulement il faut gérer le Brexit et les conséquences qui déjà pompent tout le monde depuis des mois et des mois, il faut gérer ça en plus, et en même temps, il y a des coopérations extrêmement importantes avec le Royaume-Uni. Il faut avoir conscience que depuis les accords de Lancaster, notamment, un accord de 2010, y compris sur la question nucléaire, le Royaume-Uni est notre deuxième partenaire militaire le plus important. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc évidemment, ça a des conséquences. On parle beaucoup moins des Britanniques aujourd'hui, mais il y a un impact aussi sur la relation bilatérale. Juste un point sur les Britanniques, parce que les gens disent, et ça a été présenté un peu comme ça par les Français, évidemment pour emmerder très honnêtement les Britanniques, c'était le message. C'est pour ça qu'on n'a pas rappelé l'ambassadeur, c'était pour les emmerder, les snobber, et le but de leur envoyer un message encore plus violent que celui envoyé aux Australiens et aux Américains. Bon. Les Britanniques ne sont pas la cinquième roue du carrosse, contrairement à ce que disait Le Drian dans cette alliance-là. Ils vont avoir un rôle fondamental. Ça, c'est très important. Ils ne sont pas là juste pour être des supplétifs. Ils sont là parce que ce sont ceux qui ont l'expérience du transfert de technologies américaines sur la propulsion nucléaire pour les sous-marins dans les années 50. Et donc, quand il faut former des équipes, transférer les technologies, créer une BITD dédiée de fait sur votre territoire, les Britanniques ont une expérience et une expertise qui est unique dans le monde et qui va être extrêmement utile pour les Australiens. Et donc, il ne faut surtout pas sous-estimer le rôle des Britanniques. Votre deuxième question portait sur l'Europe de la défense. Ah oui, l'Europe de la défense. Parce qu'on parle beaucoup de l'Union européenne, et comme sur beaucoup de sujets, on a du mal à voir, on a beaucoup de voix discordantes, on a du mal à fédérer, ce qui est normal. Mais d'après vous, sur ce sujet de la défense, et on va dire qu'on voit les États-Unis et la Chine, on le voit au niveau économique, aujourd'hui on le voit au niveau militaire, on le voit au niveau diplomatique. Quelle place pour l'Europe et comment on peut structurer, ou comment l'Union européenne doit se structurer dans cette stratégie de la défense et de la géopolitique? Au niveau européen, le pléonasme, c'est-à-dire c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que quand vous êtes 27, vous avez des intérêts très divergents, et quand vous êtes aujourd'hui en Pologne ou dans les pays baltes, vous n'avez pas du tout la même vision de l'autonomie stratégique et de la relation transatlantique que quand vous êtes en France. Bon. Aujourd'hui, les pays baltes et les Polonais ont tendance, et on peut les comprendre, à surjouer la relation bilatérale avec les États-Unis, à tout faire pour satisfaire les Américains, pour garantir les garanties de sécurité, pour sécuriser les garanties de sécurité américaines, entre guillemets, et de fait, essayer de renforcer l'alliance et la relation bilatérale. Donc, c'est très compliqué. Et le jour de l'annonce, donc mercredi dernier, puisque ça a été annoncé dans l'après-midi heure européenne, heure de Paris, moi j'étais justement dans ce qu'on appelle un dialogue Weimar plus États-Unis, donc c'était France, Allemagne, Pologne, plus les États-Unis, c'est exceptionnel, d'habitude c'est Weimar, c'est voilà, que les 3 pays européens, là on était plus les Américains, à Berlin. Et je peux vous assurer que c'est des discussions qu'on a eues pendant donc, mardi soir et tout le mercredi. Bon, moi, j'étais celui qui tirait un peu la gueule en fin d'après-midi quand on a eu les premières informations comme quoi le deal était en train de sauter. Les Américains n'étaient même pas au courant, les diplomates américains qui étaient présents. Mais il y a un vrai enjeu là-dessus. Bon, les Français font énormément de choses depuis des années. C'est très, très difficile parce que les Français, évidemment, ont une position maximaliste. Donc, quand vous êtes ceux qui essayent d'entraîner tous les autres et que vous avez des intérêts qui sont assez divergents des autres, c'est compliqué, mais dans toutes les négociations. Parce qu'évidemment, les Baltes, les Polonais ont du mal et traînent les pieds. C'est toujours plus facile quand vous avez une position un peu plus modérée, un peu plus, pas modérée, mais peut-être un peu plus centrale, d'être celui qui va essayer de fédérer. Donc c'est compliqué pour la France. C'est compliqué parce que dans cette négociation-là, nous avons une position qui est de fait à une des extrémités du spectre, entre guillemets, des différentes positions. Donc les Français font beaucoup. Je pense que les gens arrivent à comprendre désormais que l'analyse de la France, qui est de dire qu'on ne peut pas dépendre des États-Unis pour tout,
est désormais de plus en plus partagée. L'Afghanistan en soi, encore une fois, a été un réveil important pour les Européens. Ça ne veut pas dire que c'est contre l'OTAN. Et les Français, à aucun moment, ne remettent en cause l'OTAN. Ce qu'ils essayent d'expliquer, c'est que le concept d'autonomie stratégique, il est complémentaire de ce que fait l'OTAN. L'Europe de la défense, elle est complémentaire. Ce n'est pas une armée européenne. Parce que dès qu'on parle d'armée européenne, on tue le débat, les gens s'imaginent, on va avoir un chef d'état-major européen, plus d'armée nationale, etc. Et c'est un faux débat. La question, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on met en commun en termes de capacité, en termes de capacité, mais donc en termes de matériel, en termes d'hommes, en termes d'infrastructures, parce que c'est évidemment très compliqué ces questions-là, il faut des infrastructures organisationnelles, et pour quel objectif? Qu'est-ce qu'on considère que les Européens doivent faire peut-être en complément ou sans que l'OTAN le fasse, ou parce que l'OTAN ne va pas le faire? La question de la protection de nos ressortissants, à mes yeux, est aujourd'hui quelque chose de très concret. Parce que c'est facile de convaincre à Vilnius, à Varsovie ou à Dublin que oui, à un moment, ce n'est pas l'OTAN, parce qu'en plus, certains pays de l'Union européenne, évidemment, ne sont pas dans l'OTAN. Donc, ce n'est pas l'OTAN qui peut tout faire et qui va le faire. Et donc, il faut que les Européens, mais encore une fois, ce n'est pas pour concurrencer l'OTAN, disent, quand il y a une crise, il faut peut-être qu'on soit capable d'évacuer nos ressortissants. C'est quand même la base. De la même façon qu'il faut qu'on soit capable de contrôler nos frontières, d'où tous les investissements récents sur Frontex, etc. Donc, je pense que ce sera un des sujets consensuels et on verra, hein, puisque la présidence française de l'Union européenne au premier semestre mise beaucoup sur la mise en avant du concept d'autonomie stratégique. Et je viens d'apprendre hier soir, alors je ne pense pas que ce soit non officiel pour l'instant, mais c'est le Sénat français notamment qui sera chargé d'avoir des consultations avec l'ensemble des parlements des pays de l'Union européenne, donc la vraie diplomatie parlementaire, pour un peu aussi mettre en avant le concept d'autonomie stratégique, puis aussi permettre aux différents pays de s'exprimer de façon plus libre. Parce que quand vous êtes parlementaire, évidemment, sur ces questions-là, vous vous exprimez beaucoup plus rapidement et beaucoup plus librement que si vous êtes un diplomate. Et juste un point, parce que je voyais une question qui est vraiment importante d'Isabelle sur les territoires français dans la zone Indo-Pacifique. Alors, j'en parle un peu dans le papier en anglais pour Nine Dash Line, qui est vraiment la stratégie française et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Alors, ça a été publié lundi, la veille de l'annonce. Bon, ça tombe bien parce que ça ne remet pas en cause le papier, donc tant mieux, c'est justement, ça permet d'alimenter le débat, à la rigueur. Mais je n'étais pas au courant, hein. Je rassure tout le monde parce que les gens ont trouvé ça un peu bizarre que ça paraisse la veille. Les territoires français dans la zone Indo-Pacifique, ils sont intégrés dans la stratégie, évidemment. D'où la visite du président Macron à La Réunion en 2019, la visite en Polynésie donc en juillet 2021. Mais disons qu'on peut faire mieux. Ces territoires, ils accueillent déjà, par exemple, certaines négociations internationales. Ça a été le cas de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, pour un dialogue maritime global avec le Japon. Donc c'est un dialogue qui inclut les différents ministères français, notamment le secrétariat général à la mer, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, etc. Et moi, ça fait des années, par exemple, que je dis que ce serait bien de dupliquer ce forum-là, enfin ce forum ou séminaire ou ce que vous voulez, dialogue maritime global avec d'autres pays. Parce que l'Indo-Pacifique, c'est avant tout des questions maritimes. Et c'est un super moyen, ces dialogues-là, de faire de l'interministériel chez nous, de forcer la coordination chez nous, et de le faire aussi avec les autres. Parce que quand vous avez le directeur de l'AFD française qui discute avec son homologue japonais, le SGMER qui discute avec son homologue japonais, le responsable de l'IFREMER qui discute avec son homologue japonais et qui le fait pendant une journée et qu'on essaye d'avoir une vision d'ensemble de ces questions-là, c'est hyper utile. Bon. Donc, évidemment, les territoires d'outre-mer peuvent accueillir ce genre d'événements et c'est très important. Parler du Pacifique Sud à Paris, c'est très bien. Si vous en parlez à Papeete et Nouméa, c'est quand même mieux, y compris quand vous invitez les Australiens et les Japonais. Ça donne un peu plus de crédibilité. L'autre point, c'est évidemment valoriser encore davantage ces territoires. Et par exemple, je discutais de cette question-là avec un club qu'on appelle le club Déméter, qui rassemble toutes les entreprises de l'agroalimentaire, etc. Donc, ce n'est pas du tout mon domaine, hein, mais qui parlait un peu d'Indo-Pacifique il y a quelques temps. Et je leur disais, par exemple, on ne met pas assez en avant la valeur ajoutée de ces territoires, notamment en termes de zones pilotes et de zones d'excellence. Aujourd'hui, faire de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie, des territoires où, sur les questions d'agriculture durable, soutenable, on en fait des territoires d'excellence, ça peut évidemment permettre de servir d'exemple et de modèle pour les États insulaires du Pacifique. Et donc, je pense qu'il faut encore repenser un peu, continuer à repenser notre stratégie et intégrer, promouvoir, valoriser encore plus ces territoires qu'auparavant. Après, c'est compliqué
parce que c'est des stratégies qui sont faites à Paris, qui sont faites par des gens qui n'ont pas eu de responsabilité dans les territoires d'outre-mer, qu'il y a toujours eu en France une séparation entre l'outre-mer et le reste. Donc, c'est très compliqué à faire pour des raisons sociologiques, pour des raisons administratives. Mais évidemment, il y aurait une vraie valeur ajoutée. Et puis surtout, encore une fois, et j'insiste vraiment là-dessus, et la crise, entre guillemets, est une opportunité. Alors, je ne vais pas vous faire le cliché de la crise est une opportunité, mais c'est un peu ça quand même. C'est le moyen de parler de l'Indo-Pacifique. Et ce qu'il faut expliquer aux Français, encore une fois, c'est que l'Indo-Pacifique, ce n'est pas que la Chine, ce n'est pas que Taïwan, ce n'est pas que les sous-marins, c'est aussi, encore une fois, des Français, des militaires français, des territoires français. C'est comment est-ce qu'on favorise le développement de ces territoires, pas qu'avec le tourisme. C'est comment est-ce qu'on lutte contre la pêche illégale sur la zone économique exclusive française. Et donc l'Indo-Pacifique, ce n'est pas de la politique étrangère. L'Indo-Pacifique, c'est de la politique intérieure et de la politique étrangère. Et c'est peut-être le meilleur moyen aussi pour les Français de comprendre que la politique étrangère, c'est du très concret. Quand vous faites de la diplomatie économique, c'est du très concret. Et ce n'est pas simplement les réceptions d'ambassadeurs et les discussions à haut niveau. C'est aussi très concrètement comment est-ce qu'on renforce nos exportations, comment est-ce qu'on valorise des territoires, comment est-ce qu'on met en avant les savoir-faire et l'expertise française. Et là-dessus, je pense que les Français seraient extrêmement réceptifs. Et l'idée que les Français ne s'intéressent pas aux questions internationales, je pense que ça a toujours été une erreur de dire ça. Là, j'arrive juste de Nantes, parce que j'étais au géopolitique de Nantes, et je peux vous assurer que, je pense que c'est pareil aux États-Unis, mais à Paris, mais surtout quand vous sortez de Paris, vous avez un engouement vraiment très, très important pour toutes ces questions internationales. Et au final, les gens sont extrêmement intéressés, extrêmement intéressants, parce que souvent, ils connaissent assez bien les sujets. Antoine, merci infiniment Merci de beaucoup. votre temps et de toutes ces informations que vous avez partagées avec nous, parce qu'on a forcément une compréhension vraiment beaucoup plus, on va dire, pragmatique, lucide, informée et forcément intelligente de ce qui vient de se passer et également des enjeux. Donc, merci d'avoir mis cela en relief pour nous, de l'avoir partagé. Comme je l'ai dit, nous allons nous allons publier cette vidéo. Nous allons vous l'envoyer également. Je demanderai à Antoine de partager avec nous peut-être certains de ces articles. On en a déjà quelques-uns, mais même d'autres publications. Et nous vous ferons parvenir tout cela en tout début de semaine. Merci beaucoup à vous. Et surtout, bon après-midi. Vous avez encore une moitié de journée devant vous. Vous avez de la chance. Absolument, mais bonne soirée à vous, Antoine. Merci Bonne beaucoup. soirée à chacune et chacun d'entre vous. Et nous vous rappelons que nous aurons également un webinaire mardi soir avec Maître Églantine Povarel qui sera ciblé sur l'annonce qui est venue également cette semaine de la réouverture des frontières pour les Européens vers les États-Unis d'Amérique du Nord pour les Européens C'était pour se vaccinés. faire pardonner, vous le savez. C'est ce qu'on a dit, c'est ce que beaucoup de gens ont dit, c'était pour se faire En tout cas, je vous pardonner. félicite. On va pouvoir enfin retourner aux États-Unis facilement. Donc, c'est très bien. Voilà, exactement. Donc, c'était une très bonne nouvelle que ce soit pour les Européens, nos familles évidemment, même beaucoup d'entre nous et d'entre vous qui n'ont malheureusement pas eu ou très difficilement eu cette capacité d'aller-retour quand même vers notre terre natale. Donc, nous vous retrouverons mardi soir à 18h pour ce webinaire. Merci à chacun de vous et encore merci beaucoup Antoine pour cette soirée. C'était extrêmement intéressant et enrichissant. Merci à tous. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.